Faire ça comme ça. Et allez. Coucou Hervé, bienvenue sur le live. On va attendre que un peu plus de monde arrive avant de commencer. Je sais pas si j'ai partagé correctement. Coucou Senora, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Ah, on peut envoyer un salut, on va envoyer un salut. Donc comme je disais, attends, on peut envoyer un salut ou on peut pas? Ah si, ça y est. Comme je disais, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde sur le live pour commencer. Et dès qu'il y a un peu plus de monde, on va parler du livre que j'ai publié. Coucou! S'il y a des messages que je vois pas, des commandes ou des trucs, du coup, je veux bien que tu les notes sur un calepin. Au cas où il y a des trucs que je vois pas passer. Par contre, tout à l'heure, j'ai créé un truc et je vois qu'il apparaît pas. J'ai créé un sondage. Et je vois que... Ah, j'ai l'impression qu'il apparaît pas. C'est dommage, ça. Comment j'ai fait tout à l'heure? Alors, ils disent de programmer des trucs. Oh, merci beaucoup. Bienvenue dans mon fan club. Je suis fan de moi. Ça fait un peu buzz l'éclair. Tout à l'heure, c'était peut-être ça, son âge. Attends. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Alors, ouais, voilà, c'était ça que j'ai fait. Et personnaliser, on va faire... Ah, on peut pas faire plus de 5 minutes. Le sondage, ok. Eh ben, je ferai ça plus tard, alors le sondage. Je ferai ça un peu plus tard. Coucou Chocorem, ça fait plaisir de te voir. Je vais parler de mon bouquin et c'est pour les commandes. Il y a 6 bouquins, donc s'il y en a qui veulent me les commander à moi, je fais une dédicace, je prends votre adresse et après on s'arrange. Enfin, vous m'envoyez un petit message et on s'arrange en privé. Mais là, c'est pour parler un petit peu de mon livre. Donc on va attendre encore 2-3 minutes, voir s'il y a un peu plus de monde qui va arriver. Ouais, j'ai reçu le colis ce matin. Bonsoir Nico, bonsoir Vultura. Et du coup, je me suis dit, j'ai 6 livres à vendre, donc autant faire un live et discuter, enfin vous parler un peu de... Bonsoir Mathilde, de vous parler un peu de mon livre. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Sarah.
Shafik. On va attendre 9h pile. Katharina. Eh ben, merci d'être passé, Choco. Et si tu veux commander mon livre, ben, n'hésite pas à envoyer un message en privé et je te l'enverrai. Salut, foutage de gueule, heureux de te revoir. Comment vas-tu depuis hier? Merci beaucoup. Cœur sur toi aussi. Bonsoir Melrose. Bon allez, il est 9h, alors on va commencer. Je vais vous lire un petit passage au hasard. Je vais tourner la page. Donc déjà, je vous présente quand même. Donc c'est dommage parce que j'ai pas compris, enfin j'ai pas trouvé comment on tourne la caméra de sens. Attends, peut-être que c'est plus. Est-ce qu'on peut le faire là? Ah ouais. Inverser la vidéo. Est-ce que ça fonctionne ça? Attends, ça. Là, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, c'était pour présenter Journal d'un vagabond, une aventure inattendue. C'est un livre que j'ai écrit après avoir vécu une aventure bien spéciale où j'ai tout perdu du jour au lendemain. Je me suis retrouvé, alors que je descendais dans le sud pour rejoindre ma compagne de l'époque, je me suis retrouvé sur la route avec donc plus rien. Je sais pas si vous m'entendez correctement, si le micro fonctionne bien ou pas. Mais voilà, donc pendant presque 2 ans, j'ai vécu sur les routes, sur les petites routes de campagne, dans les montagnes, au bord des lacs, des rivières, dans les champs. Bonsoir Manu. Cool, c'est bien si le son est parfait. Et donc, je tenais un journal intime, enfin un journal. C'était plus un journal de bord, en fait, où j'écrivais dedans. Et de ça est né ce livre. Et donc, je me suis dit que ce soir, on allait faire un live d'1 heure, 1 heure et demie pour passer, si vous avez envie de passer des commandes, justement, c'est le moment où vous m'écrivez en message privé. J'enverrai un petit sondage tout à l'heure, un peu plus tard, justement pour savoir qui veut commander le livre et qui le commanderait plus tard. Je vends mon livre. C'est Journal d'un vagabond, une aventure inattendue. Et je vais vous lire un petit passage, donc je vais le prendre au hasard. Je vais même pas essayer de le prendre au hasard. On est quelle date? Nous sommes le 11 juin. Alors on va essayer de trouver le 11 juin. Voir ce qui s'est passé le 11 juin. 10 août, ou une date qui s'en rapproche. Qu'est-ce qu'on a? Juillet, 30 juin, 26. Là, on a le 13. Et ben, le 11 juin, c'était le début, c'était le début de l'aventure, en fait. Le 11 juin, c'était vraiment le début de l'aventure. Et par contre, j'ai pas de date au 11 juin. Donc, on va partir sur le 13 juin. Et je vais vous lire un petit passage très court. Chapitre 5. Du cimetière aux côtes normandes. 13 juin 2021, 10h23.
3 jours. Cela fait 3 jours que nous sommes bloqués à Neuchin, petit village d'Estampes-Puy, et le moral de tout le monde est au plus bas. Pendant que Juliette et Lucas dorment chez les grands-parents, moi et Laguerta dormons à côté du cimetière. Il me semble au moins qu'à cet endroit, hormis les morts, nous n'embêtons personne. Le temps est changeant. Il ne fait pas vraiment froid, ni trop chaud non plus. La pluie nous rince de temps en temps, puis laisse place au soleil. Les cloches de l'église de Saint-Armand sonnent toutes les heures, mais l'on s'y habitue rapidement. Juliette et Lucas n'arrivent pas à trouver de véhicule, et cela les irrite. J'assiste à quelques engueulades sans rien dire. J'essaye au mieux d'être patient en me disant qu'ils vont bien finir par trouver. Laguerta, quant à elle, s'est meurtri la gueule hier en jouant avec un bâton qu'elle s'est enfoncé profondément dans la gorge. Sa plaie pissait le sang, et pour la première fois depuis que je la connais, elle était KO. Elle n'a pas pleuré, ni même gémi. Elle s'est juste contentée d'aller s'allonger dans la tente et d'y rester jusqu'à ce matin. Elle porte bien son nom, Laguerta, la guerrière au bouclier. Si bien que ce matin, à peine levée et sortie de la tente, elle revenait avec un bâton dans la gueule pour jouer. J'ai dû, malgré moi, la priver de jeu pour quelques jours. 3 jours. 3 jours et je commence à en avoir marre d'être bloqué ici. J'ai hâte que l'aventure commence vraiment. Non pas que la compagnie des morts ne me satisfasse pas, mais je dois reconnaître qu'il manque un peu de conversation. Mon portable vibre. Je reçois un message de Juliette. Nous arrivons. J'aperçois Juliette qui avance d'un pas énergique sur le chemin de terre qui relie l'église au cimetière. Petit bout de femme, mince, sourire aux lèvres, cheveux d'or ondulant au vent. Elle porte avec elle l'espoir d'une thermos chaude de café et d'une bonne nouvelle. Bonjour, Lucas n'est pas avec toi ? Il est au téléphone, nous avons trouvé une camionnette et il se pourrait bien que nous la récupérions cet après-midi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Elle me sert un café dans une tasse. Il est un peu fort, mais il est chaud. Si c'est le cas, nous pourrons enfin prendre la route au plus tard demain matin. Mon cœur se met à battre fortement et je sens mon visage s'illuminer d'un sourire non dissimulé. Elle se roule une cigarette et me demande si cela me dérangerait d'emmener Lucas au garage pour visiter le dit véhicule. Ayant tellement hâte de quitter ce lieu, c'est la voix pleine d'entrain que je lui répondis que cela ne me posait aucun problème. Quand je repense à cette journée, tout s'est fait plutôt rapidement. En quelques heures, le fourgon fut acheté, nettoyé et bricolé. Il ne restait plus qu'à charger toutes leurs affaires et être tout petit peu patient. Nous n'étions plus qu'à une nuit de repos du grand départ. Alors je vais m'arrêter là pour l'instant. J'en relirai un petit morceau après. Ah, le sondage est quand même passé ? Ouais, voilà, ok, d'accord. Et donc en haut à droite ou à gauche de votre écran, le petit carré bleu, c'est un sondage. Justement, ça me permet de savoir qui a envie de commander mon livre et qui... alors j'ai pas mis ne pas commander, j'ai mis plutôt peut-être plus tard. C'est plus sympa pour moi. Mais voilà. Donc là, sur l'extrait que je vous ai lu, ça faisait déjà presque... pas que je dise de bêtises, mais il me semble que ça faisait presque déjà 2 semaines que j'avais quitté la Bretagne et que j'étais, malgré moi, sur les routes à l'aventure. Et j'avais rejoint des amis donc qui eux aussi avaient eu idée de faire un road trip. Et du coup, on s'était, enfin, je vais pas vous raconter comment ça se passe, il faut lire le livre, mais on se rejoint et là, ça s'enchaîne. On commence déjà par des galères, mais après, on suit notre petit bout de chemin. Donc, ce livre, je l'ai écrit
grâce aux journaux que j'ai tenus pendant presque 2 ans. Alors, ça peut paraître bizarre de se dire qu'on va écrire un livre à partir des journaux qu'on a tenus. Mais en fait, quand j'ai eu fini mon voyage, que je me suis installé en Normandie, j'avais toujours l'impression que... Ouais, alors attends, je te fais monter. Mais du coup, j'entendrai pas. Je vais pas entendre parce que j'ai le micro de branché, donc il faut que je débranche le micro. Attends, Donc, juste 2 secondes je débranche le micro. pour expliquer pour ceux qui veulent, alors coucou à tous, hein, pour ceux qui veulent répondre au sondage, en fait, c'est le petit cube là, vous savez, comme les coffres, vous cliquez dedans et vous répondez A ou B, tout simplement. Voilà, donc je relancerai de temps en temps des petits sondages comme ça pour lui, pour qu'il puisse savoir, en fait, c'est une étude. Et ensuite, faut pas que tu dises le mot en live Le mot. de commande. Ah ouais? Non, parce que c'est D'accord. de l'incitation. D'accord. Bah non, c'est du commercial en fait. Oui, non, mais c'est de l'incitation en fait. Simplement pour la plateforme, c'est de l'incitation. Donc voilà, tu parles de ton livre, tu machin, et tu proposes du coup dans les sondages. Voilà, donc j'ai un petit sondage, savoir si machin, et après faire un autre sondage d'amélioration, savoir de dire en gros que donc si effectivement si vous êtes intéressé, à la rigueur le dire comme ça, n'hésitez pas surtout à me contacter en privé. Voilà, c'est juste comme Ouais, ça. bah c'est ce que j'ai mis sur le Oui, sondage en mais fait. J'ai toi, mis. tu appuies le mot commande, faut pas. Ouais, d'accord. Donc déjà, j'ai mis envoyez-moi un message ou peut-être la prochaine fois, c'est déjà un sondage qui est plutôt. Voilà, oui, mais le sondage, c'est un sondage, c'est pas la même chose. C'est pas de l'incitation. Oui, c'est ça. Bah c'est ce que je me suis dit. Voilà. De toute façon, en Donc plus, je te laisse reprendre ton truc, je redescends ouais, et et je refais ton rebranche petit mon machin. micro, mais merci. Et du coup, là, ils me disent gérer le sondage, mais je fais quoi? Je vais m'en occuper, ça gère ton bouquin, Ok, gère d'accord. ton petit discours et je m'occupe du reste. Okidoki, merci beaucoup. Et donc, je disais, pour reprendre là où j'en étais, eh ben que du coup, 2021, ouais, ça fait déjà quelques années qu'elle s'est passée cette aventure, et pourtant j'ai toujours l'impression que c'est très 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 présent dans ma vie. Et quand je suis arrivé pour m'installer en Normandie, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir retourner à la vie hum, euh, pas normale, parce que aucune vie n'est normale, mais à la civilisation, on va dire, j'avais toujours cette envie, cette soif de partir à l'aventure. Et en fait, pour moi, le seul moyen de mettre un terme à ça, eh ben, c'était d'écrire ce livre, en fait. Donc, je l'ai écrit enfin, j'ai retranscrit et c'est pas que j'ai romancé, mais j'ai retourné mes phrases pour que le lecteur puisse avoir l'impression de voyager avec moi. Et, euh, et on a eu un produit fini. Et ça, c'est ça, les produits finis, c'est cool quand même. Enfin, c'est mon premier livre. Après, j'en écris d'autres en ce moment qui sont dans une autre. C'est plus du tout la même chose. Maintenant, ce que j'écris, c'est de la fantaisie. Mais ça, c'est le livre qui raconte ma vie. Euh, et quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais en fait, des galères, il y en arrive à tout le monde, tous les jours. Et la plupart n'en parlent pas. La plupart se retrouvent à la rue, en dépression, ne savent pas ce qu'ils vont faire, parce qu'on nous a un peu, on nous enfonce en fait dans la société. Et des fois, bah, il suffit de lâcher prise pour vivre des choses vraiment
extraordinaires auxquels on se serait jamais attendu. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et du coup, je le raconte dans ce livre. Alors, le livre est sorti au mois de octobre l'année dernière. J'ai fait quelques ventes, mais alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait 2 ventes sur la plateforme et la plupart des livres, comme je suis auto-édité, en fait, je me vends tout seul. Du coup, j'ai vendu plus de livres tout seul que via la plateforme qui l'édite. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler ce soir sur la plateforme? C'est aussi un bon moyen de se faire connaître et de faire connaître ce qu'on fait, parce que être écrivain auto-édité, c'est pas facile, c'est même très compliqué parce que alors, comme elle m'a dit qu'elle gérait, du coup, j'ai vu vos commentaires parce que moi j'avais un truc qui apparaissait, donc j'ai pas vu s'il y avait des commentaires. Moi je savais pas comment repasser en grand, mais maintenant c'est bon, c'est revenu à la normale. Donc voilà. Euh, Être auto-édité, c'est très compliqué parce que on n'a personne qui gère derrière les ventes, en fait. C'est vous qui devez tout faire. Merci toi et de rien. Euh, En fait, c'est très très compliqué parce que au niveau de la distribution, on est seul, en fait, on est vraiment tout seul. Quand déjà c'est très compliqué d'écrire un livre, de mettre la première ligne et de mettre le dernier point d'une œuvre, c'est très compliqué de le faire corriger, de le corriger, et c'est très compliqué de trouver une maison d'édition qui accepte de le, de le distribuer et de le prendre en charge, surtout parce qu'il fait tout, la publicité et la distribution auprès des magasins. Et quand tu es en auto-édition, du coup tu dois tout faire, de la couverture à la vente. Donc du coup c'est un travail hyper compliqué, un peu fatigant aussi parce que quand on fait pas de vente, on se demande pourquoi on écrit. Moi, je sais que ce bouquin-là, je l'ai écrit parce que j'avais envie de raconter quelque chose, j'avais envie de partager quelque chose, j'avais envie de montrer que même si c'est la galère, parce que quand quand on n'a plus rien, enfin quand on n'a plus rien, qu'on est dans un endroit, ça va, on peut toujours réussir à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais quand on n'a plus rien au milieu de nulle part, là la tête elle vrille complètement. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tu as une décision à prendre qui doit être super rapide parce que tu peux pas rester sur le bas-côté à te demander pendant 15 ans qu'est-ce que tu vas faire. Et j'avais envie de partager ça, en fait. J'avais envie déjà de me décharger de ça parce que ce que j'ai vécu pendant presque 2 ans, c'était quand même énorme, en fait. Le, c'est vraiment le truc auquel tu t'attends pas, mais vraiment pas. Alors, on a tous des galères dans la vie, que ce soit médical, social, euh, on connaît tous notre lot de galères, mais très peu en parlent et très peu partagent. Et je trouve que le partage, ça peut aider les autres en fait à avancer dans la vie, à trouver des solutions quand il fait tout noir, quand vraiment t'as l'impression que la vie elle s'acharne sur toi, parce qu'il y a des personnes comme ça. Moi je l'ai vécu, je sais que la vie elle peut s'acharner sur les personnes
Et t'as l'impression que franchement, il y a, s'il y a un dieu ou une force au-dessus de nous, t'as l'impression qu'elle t'a pris pour cible, quoi, parce que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'arrête jamais, c'est galère sur galère. Mais au final, si t'analyses un peu le truc, que tu te dis, bon ben, ok, je suis pris pour cible, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait? Et c'est là que tu te rends compte que si tu ouvres un peu les yeux, bah les choses, elles sont pas si terribles que ça, en fait. Parce que si, moi j'ai même remercié durant mon voyage, je remerciais mon ex d'avoir fait ce qu'elle a fait parce que si elle m'avait pas jeté comme une merde, jamais j'aurais vécu une aventure aussi extraordinaire. Vraiment. Et c'était pas un choix. Ce qui fait que, du fait que ce soit pas un choix, que ça m'était imposé, je l'ai vécu avec beaucoup plus d'intensité et à fond même. Alors que si j'avais décidé de partir à l'aventure à pied ou là c'était en voiture sans permis, ce qui est encore plus extraordinaire parce que on a tendance à penser qu'une voiture sans permis c'est pas très solide. Pendant des années j'ai entendu qu'on appelait ça des pots de yaourt, mais en réalité c'est hyper solide. Ça m'a emmené mais dans des endroits où j'aurais jamais pu penser pouvoir aller. Je me suis retrouvé dans des montagnes, au milieu des pistes de ski, au pied des pistes de ski. Alors, au pied et aussi dedans. Je le raconte pas ça vraiment dans le journal, mais bah justement, je vais pouvoir parler de ce dont je parle pas. Un jour, j'étais dans les Vosges et je monte, je passe à travers la forêt et tout, et là, je me retrouve au pied de du téléphérique et je me suis dit bah là je peux pas être plus dans la montagne et je peux pas être plus paumé en fait. Et il y avait un petit refuge et je me suis dit mais en fait je peux pas rester là parce que si je reste là c'est sûr que je vais me faire gauler. Alors il y a un truc qui est hyper important et il y a tellement pas de discrétion de nos jours avec TikTok et les autres réseaux sociaux parce que tout le monde s'affiche. Mais même moi, je m'affiche parce que voilà, je parle de mon œuvre. Mais tout le monde s'affiche. Mais quand t'es paumé au milieu de nulle part, que t'as plus rien, ben justement le truc à faire, c'est surtout pas s'afficher parce que t'es déjà tellement dans la galère, il t'arrive déjà tellement de trucs, tu sais que c'est répétitif, tu sais que t'es pas chanceux. Alors dernier truc à faire, c'est vraiment de pas s'afficher. En fait, tu vas pas allumer un feu à la vue de tout le monde. T'essayes vraiment de poser ton campement là où il y a personne. Et je crois que une fois oui, il y a eu plusieurs scènes assez rocambolesques, assez drôles même. Enfin, sur le coup, tu te dis que c'est pas drôle. Je pense que tous les passages du livre sont importants parce que, par exemple, au début de mon voyage, donc j'ai rejoint quelqu'un que je pensais être une amie, vraiment, parce qu'on avait ce même rêve. On en avait parlé 10 ans plus tôt de faire des road trips ensemble. Là, on avait l'occasion. Et en fait, je me suis rendu compte que on avait vécu ensemble dans la même maison pendant un petit moment. Mais là, le fait de se retrouver en road trip, tu vois vraiment le visage des gens parce que t'es livré à toi-même. Euh, le plus sensible, je pense que c'est les falaises d'Étretat. Euh, ouais, je pense que c'est les falaises d'Étretat. C'était en hiver
Et je venais de finir de faire toute la partie. Attends, j'essaye de me mettre par rapport à la caméra, c'est un peu compliqué. Mais je venais de finir. J'arrive pas. Je venais de finir de faire tout l'ouest de la France, en long, en large, en travers. Et je m'étais dit, je vais faire l'est. Donc je remonte, je repasse par la Normandie. Et là, je suis tout seul avec la chienne. Ça fait déjà quelques mois qu'on est sur la route, qu'on vit des trucs, que c'est assez difficile, mais qu'on survit. Et un soir, alors, je vais pas trop en dire, euh, mais mais si ma chienne elle a autant d'importance pour moi, si je la considère comme ma meilleure amie et peut-être même la femme de ma vie parce que vraiment on était H24 ensemble, on s'est jamais quitté, on dormait ensemble, elle a été blessée, je l'ai soignée, elle m'a protégé quand il y avait du danger. Elle m'a tenu compagnie, elle m'a tenu chaud. Donc l'Agartha, le rapport que j'ai avec elle, il est très fusionnel. Et je sais que ça peut paraître très compliqué à comprendre, mais elle m'a littéralement sauvé la vie. Et je pense que personne ne m'a sauvé la vie comme l'Agartha, comme ma chienne l'a fait. Vraiment, on m'a aidé dans la vie, mais elle m'a sauvé la vie. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. On peut filer un coup de main à un pote, mais lui sauver la vie, c'est hyper rare en fait. C'est des circonstances qui font qu'on peut sauver une vie. Et elle, elle m'a sauvé la vie sans jamais rien demander, sans se plaindre, sans rien. Enfin, moi je lui dois la vie et jusqu'à la fin de sa vie, je lui dois la mienne en fait. Et je pense que le sujet, pour répondre à ta question, c'est Nora, le moment le plus sensible pour moi, ça a été quand je me suis retrouvé au bord des falaises d'Étretat, en pleine nuit, à avoir un peu perdu la boule. Euh, je pense que le destin, il est ultra bien fait parce que je pense effectivement que le voyage aurait été très très différent. Vraiment. Je me suis jamais vraiment senti seul. J'ai appris à aimer la solitude, mais parce qu'en fait, je n'étais jamais vraiment seul. J'avais la Gerta avec moi tout le temps. C'était, c'est ma compagne. Du coup, ça peut paraître étrange, mais un des premiers rêves que j'ai fait, j'ai rêvé qu'on était dans une forêt et que je l'entendais pleurer et que je l'ai retrouvée et en fait, elle était éventrée en train de mourir. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas une fois où je pense pas, il n'y a pas un jour où je pense pas qu'un jour elle va mourir et qu'elle va me quitter. Et c'est très dur du coup parce que je sais que ça arrivera et je sais que j'aurai beaucoup de mal à m'en remettre. Mais le voyage sans elle aurait été très différent. Je pense que je l'aurais moins bien vécu. Il y a des choses que j'aurais mm, moins bien acceptées, des situations où j'étais vraiment ouais dans la merde en fait, où avec elle c'était plus facile, c'était plus acceptable en fait. Merci beaucoup pour les cœurs et les likes et tout. Et pour l'écoute, les partages. Mais voilà, ouais, si je pense, ouais, pour répondre à ta question, oui, ça aurait été très différent. Merci la blonde. Ça aurait été. Tu ne te serais pas autant battu sans elle. Je pense. Enfin, je suis pas quelqu'un qui baisse les bras facilement.
vraiment. Et même si parfois je peux donner l'impression de baisser les bras, je continue à avancer, je fais mon petit bout de chemin. Donc j'aurais quand même continué. Attends, c'était quoi la question? Pardon, excuse-moi. Comment on remonte? Ah, tu ne serais pas autant battu sans elle. Euh, si, parce que vraiment, moi, j'avais jamais voyagé. Ma voiture sans permis, c'était ma première bagnole. Donc, quand je voyageais, à la- j'étais très dépendant des autres. Là, j'ai été autonome. Donc, c'était la première fois que je voyageais pour moi. Et je voyais mon pays comme je l'avais jamais vu, parce que quand on voyage, bien souvent, on fait un point A à un point B en passant par l'autoroute. Donc, on loupe plein de paysages, plein d'endroits cachés sur lesquels on tombe jamais. Là, j'en ai vu du pays. Attends, Dragon, je vais en relire un petit passage. Je finis de répondre à la question. Donc, si j'aurais quand même continué à avancer, mais l'Agartha dans ce voyage avait une place énorme et elle m'a tenu compagnie. Et je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur sans elle. Vraiment, parce déjà, elle me sécurisait. Alors même si je dormais avec mon couteau l'oreiller ou à proximité, elle était rassurante parce que c'est quand même une chienne. Donc, du coup, premier truc, elle se réveillait, elle aboie. Moi, je sais qu'il se passe un truc. Comme on avait récupéré aussi un peu de notre instinct animal, autant bien elle que moi, du coup, on était souvent sur nos gardes. Moi, mes premières nuits au retour à la civilisation, premier bruit, je suis réveillé. Plus maintenant parce que j'ai repris mes aises, mais à l'époque, tout le temps sur mes gardes. Tu fais attention à ce qui se passe, tu fais attention où tu marches, tu fais attention à tout, 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 parce que, ben en fait, t'es au milieu de nulle part, t'as plus rien, donc c'est l'aventure, et t'as pas le choix que de faire attention. Alors pour répondre à la question de Dragon, euh, voilà, donc c'est Journal d'un vagabond, une aventure inattendue, pardon, je bafouille un peu. Ça raconte 2 ans, presque 2 ans de ma vie où j'ai traversé, j'ai visité, on va dire, mon pays en voiture sans permis après avoir tout perdu, maison, compagne, travail, et m'être retrouvé au milieu de nulle part. Et là, j'ai décidé que plutôt que de faire la manche dans les villes, chose que déjà je n'aime pas, les villes, je déteste ça. Là, pour le coup, ben, j'ai décidé de voyager. Je me suis dit, bah voilà, t'as plus rien, t'as tout perdu, tu pourras jamais descendre plus bas que ça. Donc, au lieu de t'apitoyer sur ton sort et de faire la manche, eh ben, vas-y, va vivre, vis, parce que t'as plus rien à perdre. Et donc, du coup, ben, pendant 2 ans, presque 2 ans, pardon, j'ai tenu un journal de mon voyage. Et du coup, quand je me suis réinstallé, eh bien, j'ai écrit ce livre. Et c'est un livre qui contient. Alors, il peut paraître gros comme ça, mais c'est quand même écrit assez gros, on va dire. Et il contient 400. Allez, je vais dire 415 pages, 416 avec la table des matières. Mais dedans, je raconte ce qui m'est arrivé pendant 2 ans, les endroits que j'ai vus, la façon que j'avais de vivre, comment je voyais mon pays aussi, parce que ça c'est important. On voit notre pays par rapport à la région dans laquelle on vit, mais quand on voyage, quand on va dans des lieux qui s'écartent de la civilisation, là on le voit complètement différemment notre pays en fait. Et il est beau, il est beau. Il est aussi très crade, parce que ben, on tombe sur des lieux qui sont pas forcément entretenus, où les gens sont s'occupent pas vraiment de la nature. Et du coup, moi j'ai vu des endroits où il y avait des sacs poubelles complètement éventrés, avec des trucs un peu partout, c'était dégueulasse. Et je pouvais pas toujours nettoyer parce que ben quand t'as plus rien, et même un sac poubelle, ben ça devient cher.
Donc t'en as besoin de ton sac poubelle et c'est dommage parce que on a tellement un beau pays, mais il est gâché par tant de choses. Par exemple, moi j'ai pris conscience, si on parle un peu d'écologie, j'ai pris conscience du nombre euh, impressionnant d'éoliennes qu'il y a en France, que ce soit quand j'allais sur les bords de mer, que je voyais les éoliennes en pleine mer au loin, ou même dans les campagnes. C'est un truc de malade. Et vraiment, moi, ça m'a fait prendre conscience que c'est hyper présent. Et on a l'impression qu'il n'y en a que quelques-unes, mais en fait, il y en a des millions. Et ça gâche les paysages, ça fait du bruit, ça tue des animaux parce que ça les désoriente complètement. Moi, j'ai vu la Guerta tourner sur elle-même au pied d'une éolienne parce que le son la rendait folle. Enfin, il y a plein de trucs comme ça dont tu te rends compte quand t'as tout perdu et que tu lâches prise, en fait, que tu voyages sans savoir où tu vas, et ben, du coup, tu te rends compte de plein de choses. Et attends, parce que j'ai vu passer d'autres choses. Ouais, et les moments de joie, ils sont très différents des moments de joie qu'on peut avoir dans la vie civile. Parce que du coup, ben, un tout petit truc, un lever de soleil, une pleine lune, un paysage fou, et ben du coup, ça va te remplir de joie. Par contre, et ben, tu vas être beaucoup plus déprimé quand il va pleuvoir parce que t'es coincé dans ta tente. T'aimerais bien sortir au moins 1 heure, rien que pour aller faire tes besoins, mais tu peux pas parce que il pleut. Moi, on s'est retrouvé au milieu de tempête à me dire, j'avais la chienne, elle dormait, mais moi je me disais, mais la tente, elle va s'envoler. Et en fait, bah pas du tout. Alors qu'à même pas 10 kilomètres, ils se sont pris des grêlons, mais gros comme ça, que c'est passé à travers les voitures, les toitures. Et moi, j'ai survécu à ça. Je suis passé à côté, heureusement. Mais en fait, il y a un lâcher prise parce que tu sais que bah, si ça te tombe sur la tronche, t'es mort, littéralement. Parce qu'un pavé comme ça sur la tronche, t'y restes. Un arbre qui s'écroule, un orage qui tape un arbre, l'arbre il tombe sur la tente, moi j'y reste. Donc en fait, quand tu acceptes le fait de que la mort elle est présente à chaque minute de ce qui peut t'arriver, ben en fait c'est là que tu commences à vivre et du coup, ben, chaque petit truc, chaque moment, chaque silence, chaque endroit où tu es loin de la civilisation, des gens qui font du bruit et tout, ça devient un vrai moment de paix et ça devient un vrai moment de joie. Et je crois que j'ai répondu à la phrase de Capot. Ouais, et c'est les plus beaux. Alors maintenant, tu vois, ça m'arrive de me promener, de voir des endroits qui sont beaux, mais c'est vrai que je m'extasie pas autant, coucou Dams, je m'extasie pas autant que que quand j'étais vagabond. C'est très très différent. Bah tiens, on va prendre non, on va pas prendre mon anniversaire, on va essayer de regarder le 20 juillet ce qui se passait le 20 juillet de cette époque-là. Là, on est le 10 juillet. Attends, hop, on va lire un autre passage. 10 août, hein, on est déjà trop loin. Je sais pas s'il y a une date du 10 juillet. J'ai jamais regardé. Alors, on va faire mieux que ça. Donnez-moi une date et je vais voir ce qui s'en approche le plus. Premier qui m'écrit une date, je cherche si je l'ai. Bah, vous vous pressez pas trop, les mecs. Le 8 juin. Ok, on va voir ce qu'on a le. Non, un autre mois, Nora, s'il te plaît, parce que juin, c'est justement celui que j'ai lu tout à l'heure. Donc on va essayer de partir un peu. Ah, si, attends, sur la fin du bouquin, 8 juin. Alors là, on est le 25 juin. Attends, on va prendre du coup 1 an plus tard. Non, non, mais c'est Nora qui a répondu la première, donc on va essayer de voir ce qui s'est passé le 8 juin, mais 1 an plus tard.
Du juin, 8 juin. Okidoki. 8 juin 2022. Après un réveil sous la pluie, j'ai tenté de pêcher, mais sans résultat. Le lac est tellement grand que les poissons peuvent être à l'autre bout. Avec mon matériel, je ne peux pêcher qu'à une dizaine de mètres du bord. Je me dis que ça doit jouer un peu quand même. La pluie s'intensifie. J'ai fini par aller m'abriter dans la tente avec la Guerta. Après avoir lu un article très intéressant sur la vie d'Archibald Bellamy, alias Greyhall, je me suis demandé ce qui fait réellement qu'on peut attribuer une race précise à un être humain. Ce natif anglais, qui a fui son pays étant adolescent pour rejoindre les États-Unis, passionné par les Amérindiens, a tout fait pour vivre parmi eux en adoptant leurs coutumes en harmonie avec la nature. Il a appris leur danse, leur langue, leurs traditions, et pendant de nombreuses années, il a menti en disant qu'il était issu d'un métissage. C'est alors que je me suis demandé si un homme est juste sa couleur de peau ou sa race. Où est-ce qu'un homme devient son mode de vie, ses croyances et ce qu'il sent être bon au fond de lui-même? J'en arrive à la conclusion qu'un noir qui vit comme un blanc, qui en adopte complètement la culture et son mode de vie occidental, est en réalité un blanc. Tout comme un blanc qui vit comme un indien devient un indien. Je crois que nos yeux nous mentent sur beaucoup de choses, et c'est ce qui crée le racisme. J'en viens finalement à la conclusion que nous sommes ce que nous vivons et ce en quoi nous croyons. De la même manière, appartenons-nous vraiment au siècle dans lequel nous vivons? Je suis né au XXe siècle, je vis au XXIe et j'ai grandi dans la culture américaine du XIXe siècle. Je suis donc l'homme issu de 3 siècles. Mais lequel de ces 3 siècles influence aujourd'hui le plus ma vie? Beaucoup de gens trouvent que je suis courageux de vivre dans une tente, mais ils se trompent. Je ne me trouve pas courageux. C'est juste un mode de vie plus simple, sans artifice et sans grande contrainte. Si j'avais vécu en van ou en caravane ou dans toute autre structure, je pense que je me sentirais pas aussi proche de la nature. Dans la tente, je peux entendre tout ce qui se passe tout autour. Chaque petit bruissement de feuilles ou craquement de branches. J'entends tout ce qui vit autour de moi. J'ai l'impression que depuis le début de ce voyage, tous mes sens se sont développés. C'est aussi un mode de défense, car je peux entendre chaque pas, chaque voiture qui approche, et être toujours sur mes gardes. Même si je compte beaucoup sur la Guerta pour me prévenir du danger, je dois aussi apprendre à faire confiance à mes sens. Ça, c'est ce que j'avais écrit, donc, le 8 juin. Donc, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es en pleine nature, et ben du coup, t'as tout qui se développe. Moi, je voyais mieux, et pourtant, je porte des lunettes depuis l'âge de 14 ans, je crois. Je suis myope depuis l'âge de 14 ans, mais ma vue s'est améliorée, mon ouïe s'est améliorée, mon odorat s'est amélioré. En fait, quand tu reviens à la nature, du coup, tous tes sens sont en éveil. Bon, je te parle pas, bien sûr, de quand tu vas camper une semaine. C'est sûr que là, ça fonctionne pas, même si tu y crois fortement. Mais quand tu vis dans la nature, et ben du coup, euh, ouais, c'est primitif en fait. C'est t'as t'as tous tes sens qui sont vraiment en éveil, qui te mettent en garde du premier petit truc que t'entends, de l'odeur par exemple. Une fois, alors ça, je l'avais vécu pas dans ce voyage-là, mais je l'avais vécu quand j'étais rentré d'Allemagne à pied. À un moment donné, j'allais poser ma tente et j'ai un fumet qui m'est passé dans le nez et je me suis dit ça sent la mort. Et
ton instinct, quand c'est comme ça, il te dit, tu restes pas là, avance. Même si c'est qu'un chevreuil qui s'est fait tuer ou qui s'est fait bouffer, tu sais pas ce que c'est. Mais tu sais que ça sent la mort et que c'est pas l'endroit où il faut que tu poses ta tente. Et ça, c'est un des trucs que j'ai appris sur mon précédent voyage, quand j'avais fait Francfort-Metz à pied. Euh, j'ai ressenti et j'ai eu la même sensation quand on était au bord d'un lac avec l'Agartha. À un moment donné, j'ai une grosse rafale qui arrive du haut de la montagne, qui passe à travers la forêt, et là, je sens la mort. Et le soir, il y a un garde-pêche qui arrive avec un bateau, qui me dit, vous avez vu personne? Non, on discute un peu. Euh, et je lui dis, par contre, faudra quand même que vous montiez un peu dans la forêt, parce que j'ai eu une odeur de mort dans le nez toute la journée. Et il m'a dit oui, ça arrive de temps en temps, c'est quand le gibier, enfin quand les loups chassent le gibier, machin, bon bref. Et du coup, bah tu sais que c'est quand même une vie dangereuse, parce que bah il y a les loups, t'es pas à l'abri des sangliers non plus, parce que les sangliers, tu vois, ça a l'air sympa comme ça, mais si Obélix y court après, c'est pas pour rien. Parce que vraiment un sanglier quand ils sont en meute ça peut attaquer et toi t'es juste dans ta tente et c'est pas une structure ferme, tu vois, c'est vraiment une structure hyper, enfin tu passes facilement à travers une tente et un sanglier il va pas se gêner, hein. Donc tu sais que à chaque moment il y a un danger. Ouais, voilà, ça fait des dégâts et ça charge. Ben après que je sois revenu à la civilisation, moi j'ai entendu c'était un couple, je crois, qui ont été attaqués par des sangliers. Alors moi c'est fou parce que vraiment j'ai vécu au milieu de la montagne, enfin j'ai vécu dans toutes les conditions et je n'ai jamais été attaqué par les sangliers ou par les loups. Alors peut-être parce que après tu sais que tu fais attention. Moi la bouffe, je la sortais, je la laissais dans la voiture, je la laissais pas traîner. Euh, il y avait ouais, tu fais attention en fait, t'es beaucoup plus sur tes gardes, mais je pense que ça c'est un truc qui vient aussi de mon éducation parce que moi j'ai grandi sans électricité, sans eau les week-ends. J'étais à moitié cow-boy, moitié indien, moitié trappeur. Je vivais mes week-ends dans les forêts pendant plusieurs mois de l'année euh, parce que mes parents étaient passionnés de western et de reconstitution, donc j'ai grandi comme ça, j'ai appris à faire des feux. Alors bien sûr j'ai grandi, ça s'est perdu, mais quand je me suis retrouvé dans mon voyage, c'est des trucs qui sont revenus très naturellement. Apprendre à faire un feu avec du bois humide, avec juste un peu d'herbe sèche, trois feuilles, voilà, et surtout faire des feux. Alors bien sûr, après j'ai acheté une gazinière, enfin une gazinière, un euh, réchaud de camping. Mais là, c'est pareil. Tu sais que quand tu te fais à bouffer, il faut être minimaliste. Ton feu, tu l'allumes pour faire du café, il faut que ça soit rapide. Et pour faire de la bouffe, faut que ça soit rapide. Parce que justement, ben, t'es pas riche, t'es même plutôt pauvre, donc il faut économiser sur ce que tu fais. Et tu deviens très minimaliste, en fait, sur tout. Euh, Pareil, le feu, tu le fais pas à la vue de tout le monde. Euh, Quand je me suis, alors je vais pas raconter, mais parce que c'est écrit dans le livre, et si vous voulez savoir, il faut bah, acheter mon livre en fait. Mais quand t'as pas d'arbre, que t'es dans une plaine, bah t'allumes pas un feu, surtout quand tu es bloqué, tu n'allumes pas un feu parce que le truc que t'essayes de faire, c'est de surtout pas t'attirer d'emmerde. T'essayes d'être discret et un feu, tu peux dire ce que tu veux. Le feu, tu le vois de hyper loin. Tu vas voir que ça brille et donc forcément, tu vas être attiré parce que surtout que t'habites dans la région, donc tu vois qu'il y a un truc qui se passe. Tu vas dire, oh, faut que j'aille voir ce qui se passe. Du coup, voilà, le but du jeu, c'est de pas se faire voir, c'est de pas attirer l'attention sur soi, c'est d'être le plus discret possible et de
et d'apprécier ces moments-là parce qu'en fait, quand t'as tout lâché, que tu te dis, bah voilà, de toute façon, j'ai plus rien, je sais pas combien de temps ça va durer, mais ce que je vis, c'est extraordinaire. Là, tu commences vraiment à profiter, à vivre, à apprécier les petits moments, euh, de t'asseoir dans l'herbe, le dos appuyé contre ton sac, avec ton café, à regarder le coucher de soleil sur les montagnes, à te baigner dans les rivières à poil parce que t'en as rien à faire, il y a personne, t'es tout seul, tu prends plaisir à te laver dans les rivières, à boire l'eau des rivières parce que on passe. Alors, je prêche pas la bonne parole et je dis pas que ce que j'ai fait c'était le mieux, mais on entend tous les jours que nos rivières sont polluées, que nos eaux sont sales et tout. J'ai pas été malade une seule fois en presque 2 ans de voyage. J'aurais pu choper la grippe, j'aurais pu choper la chiasse. J'ai bu l'eau à même la rivière comme ça. Je n'ai jamais été malade. Alors bien sûr, mes bouteilles, c'était très exceptionnel. Mais j'aurais pu être malade. Enfin, ça aurait pu m'agiter le ventre, mais même pas. J'ai jamais chopé de boutons à me laver dans la rivière. Euh, un petit plan. Je vais donner un petit plan pour. Alors, je vais raconter un truc avec les flics. Tu vas voir. Tu vas voir. Attends. Un petit plan. Si vous partez en road trip comme ça, euh, et que vous venez à manquer d'eau, n'allez pas acheter de l'eau, ça sert à rien. Allez au cimetière, l'eau est gratos et elle est potable en plus. Donc moi c'est comme ça que je faisais. Quand j'avais plus d'eau, je prenais mes bouteilles d'eau vides, j'allais au cimetière, hop, je remplissais dans les cimetières. Et alors pour les flics, alors c'est marrant parce que j'ai eu les deux en fait. J'ai eu, ouais, je vais très bien, merci Baroudog. J'ai eu le flic enfin la flic parce que c'était une gendarme je lui ai expliqué gentiment que je voyage et elle me fait ouais, bah vous êtes un vagabond. Mais en fait, elle a eu la façon de le faire. Salut Livia, excuse-moi. Bah, je sais, j'avais pas reconnu le nom. Euh, Elle a eu une façon de le dire qui était très dégradante. En fait, en l'espace de 30 secondes, je me suis senti mais comme une merde, alors que j'étais au top de ce que j'aimais vivre sur le moment. Mais là, la façon dont elle a appuyé le mot, ou alors c'était SDF, non, elle a utilisé le mot SDF. Et SDF, en général, c'est pas très très gratifiant. Moi, je préfère le mot vagabond parce que tu vis, en fait. Mais SDF, c'est très, même si c'est vrai parce que tu n'as plus de domicile fixe, mais SDF, c'est très agressif. Et en l'espace de 30 secondes, je me suis senti comme une merde, clairement. Donc j'ai eu ce type de gendarmette très sympathique, et c'était au bord de la Loire, moi je m'en souviens. Euh, et j'ai eu les flics hyper compréhensifs et hyper sympas. Et ça, c'était en Moselle. J'étais au milieu d'un champ depuis plus d'une semaine. C'était la fin du mois, c'était la galère. Il faisait froid. C'était une des périodes les plus froides de mon voyage où j'avais la voiture qui gelait toutes les nuits. J'avais des stalactites dans la tente le matin quand je me réveillais. Et un jour, je vois une bagnole se pointer au loin et je me dis ouh ça sent la galère. Et le mec je le vois qui m'observe avec les jumelles et il se barre et je me suis dit ça sent le trou de balle ça quand même. Et quoi allez même pas 1 heure plus tard la voiture de gendarme qui débarque, bonjour, papier d'identité machin, et moi enfin très naturel, là je pouvais rien faire d'autre, je leur explique clairement la situation, je leur dis voilà je suis en train de voyager, j'ai tout perdu et je fais un road trip pour vivre en fait, enfin pour euh, pour
pour voir mon pays, machin chouette. Et puis là, ben, manque de peau, je suis en panne d'essence, je suis en panne de batterie, je suis en panne de bouffe, je suis en panne d'eau. Et le 5, c'est dans quelques jours, donc je peux pas bouger. En fait, je leur explique clairement que je peux pas bouger et que ben, si j'avais le choix, je me serais barré de cet endroit-là parce que vraiment, c'était pas un endroit très accueillant. C'était vraiment la steppe. En fait, il y a pas d'autre mot pour décrire l'endroit, c'était la steppe. Et et en fait, ils ont été hyper compréhensifs. Ils me font oui, c'est l'adjoint au maire. De toute façon, c'est un emmerdeur. Bon là, évidemment, vous êtes sur un terrain communal, donc c'est pour ça que on est venu voir ce qui se passait. Des fois que ce soit des étrangers ou des trucs comme ça. Et là, ils me font, mais si vous avez besoin d'aide, passez au commissariat, on vous offrira le café, on peut machin, un truc. Je dis non, non, vous inquiétez pas pour moi, je vais me démerder. Et en fait, je leur dis, mais si vous voyez, si j'avais eu du café, je vous aurais invité à boire un café, on aurait discuté. Parce que du coup, on a discuté un petit peu quand même. Donc en fait, en termes de flics qui aiment les vagabonds ou pas, eh ben, on a de tout. En fait, on a vraiment de tout. Ben, je t'en prie, Livia, ça m'a fait plaisir déjà que tu achètes mon livre. J'espère qu'il t'a plu. Alors, évidemment, t'apparais pas dedans parce que pouvais pas y mettre tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées ou machin. Tu vois, il a fallu que je sélectionne aussi un petit peu pour le bien du livre. Mais mais oui, Livia, ça a été une des premières personnes à acheter le livre. Non, attends, comment on fait ça? Ah, ouais, attends, hop, truc de... Ah, c'est bon? Impossible de vérifier. Et attends, tu te fous de moi? Hop, voilà. Ok, donc on peut continuer. Et donc je disais que Livia, donc les Baroudog, a été une des premières à acheter mon livre l'année dernière. Non, non, c'est bon, c'était le truc du puzzle, j'ai compris, j'avais déjà entendu, ça vous était déjà arrivé. Donc, ben tout ça, tout ce que j'ai vécu, je l'ai retranscrit dans mon livre en fait, parce que j'avais pris l'habitude chaque jour d'écrire dans mon journal, dans mes journaux, parce qu'il y en a eu deux, parce que forcément, ben, quand t'écris, t'as des choses à raconter, du coup, le journal, ça va très vite. Euh, Ça m'a coûté quelques stylos, et puis, ben, ça m'a coûté quelques journaux aussi. Et à la fin, ben, il fallait mettre un point final à cette aventure en fait et écrire un livre. C'était la meilleure manière de mettre un point final à ça. Donc après, c'est pas parce que t'écris que forcément ça se vend. Parce que c'est une autobiographie. Quand tu le présentes en tant qu'autobiographie, tu dis que ouais, c'est lire la vie de quelqu'un. Mais en fait, les gens ne se disent pas que ça peut leur apporter quelque chose aussi. Et moi, c'était pas pour raconter vraiment ma vie, c'était pour partager avec les gens ce que j'avais vécu, la façon dont je voyais comment un drame pouvait apporter plus euh, de joie et que tu ne peux l'imaginer en fait. Parce qu'il y a toujours un truc qui se passe derrière un drame. En fait, on a l'impression que le monde s'effondre, que on se relèvera pas, mais en réalité, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Faut juste ouvrir les yeux et décider de prendre à gauche au lieu de plutôt qu'aller à droite. Parce que si on continue à prendre ce chemin de droite en se disant je vais m'acharner, bah des fois, tu vois, vaut mieux lâcher le chemin de droite et prendre le chemin de gauche parce que bah la solution elle est par là sans que tu le saches en fait.
C'est juste faire quoi, c'est une histoire de faire confiance à la vie, en fait. C'est, moi, je faisais confiance à la vie. À ce moment-là, je me suis dit, elle doit savoir ce qu'elle fait. Franchement, avec ce qu'elle m'a foutu dans la gueule, elle doit savoir ce qu'elle fait, la vie. Et j'avais une buse, vraiment, pendant de nombreux mois. Moi, j'ai toujours considéré que c'en était qu'une seule qui voyageait avec moi. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je me suis installé dans des endroits où où j'étais pas confortablement installé, la buse n'était pas là. Et dès que je m'installais à un endroit où franchement c'était vraiment de magnifiques endroits où j'étais pas embêté, j'étais en paix, elle était toujours là. C'est qu'à la fin du du voyage que j'ai compris que fallait que je me fie à elle. Eh ben la Gerta, elle va très bien. Elle va très bien et du coup, je pense que le voyage lui manque un petit peu aussi parce que euh, forcément, elle était beaucoup plus libre. Maintenant, elle est obligée de mettre la laisse quand on sort. Euh, elle, euh, Elle sort beaucoup moins qu'avant. Avant, elle était tout le temps en liberté, un peu comme moi. Mais alors moi, c'est vrai que moi, je compense avec le travail parce que du coup, bah, j'écris beaucoup, donc je suis beaucoup au bureau. Elle, du coup, elle dort beaucoup, mais elle est pas malheureuse pour autant. Et quand je pense que voilà, en plus, euh, elle, c'est une question aussi. Je pense qu'elle est heureuse tant qu'elle est avec moi de toute façon, et moi je serai heureux tant qu'elle sera avec moi. C'est aussi simple que ça. Toujours en Normandie. Non, j'ai pas encore bougé et je pense pas que ça va se passer tout de suite. Donc pour l'instant travail travail. Je vais essayer. J'aimerais bien que le premier tome de Gaiala sorte avant que je meure, disons. Non, avant la fin de l'année, ça serait bien. Mais ouais, toujours en Normandie. Euh, Après, j'aimerais bien bouger de temps en temps, peut-être en vacances, tu vois, mais peut-être, je sais pas encore. Enfin, tu vois, pour l'instant, je suis là, je fais ce que j'ai à faire et voilà. J'ai du travail, j'ai écrit 2 bouquins qui sont en correction. Je suis en train d'écrire le troisième volume et j'aurai certainement encore un quatrième volume à écrire derrière. J'ai la vente de ce bouquin-là à faire. Donc je suis pas mal en fait déjà bien occupé pour pas avoir à faire d'autres choses. Je repartirai pas en road trip ou quelque chose comme ça parce que bah c'est déjà fait, je l'ai déjà vécu. Donc je préfère écrire. Je vais peut-être lire un dernier passage. Peut-être relancer le sondage aussi, de savoir s'il y en a qui veulent me commander à moi, pas sur les plateformes, mais me commander à moi le livre pour une édition dédicacée. Et ouais, c'est peut-être relancer le sondage, relire un autre petit passage, et peut-être qu'après faire monter pour des questions. Donc, je sais plus comment. Est-ce que tu peux lancer le sondage, s'il te plaît, et est-ce que quelqu'un veut me donner une date? Pas juin. Choisissez un mois que vous voulez, mais pas juin. Et je lis un dernier passage avant de faire monter ceux qui veulent monter pour poser des questions. Alors, Sénora, t'as déjà donné le 8 juin tout à l'heure, on va passer à quelqu'un d'autre. Février? Ok, février. Quel, euh, quel jour, Manu? Enfin, quelle date?
Le 15. Ok. Alors, voilà. Eh ben, le 15. C'est parti. Allez. 15 février 2022. Cette nuit, il a fait -8 degrés. Et comme tous les matins, la voiture était gelée. Le vent a soufflé très fort et j'éprouve certaines difficultés à garder fixée au sol la bâche, qui s'est envolée pendant la nuit. Avec l'Agartha, nous avons créé beaucoup de condensation. De ce fait, le mélange air froid extérieur et chaud intérieur a créé de l'humidité qui a complètement mouillé mes vêtements ainsi que ma couette. Tous les matins, j'éprouve énormément de difficultés à faire mon café et je mets donc beaucoup de temps pour me réchauffer intérieurement. Et quand j'arrive enfin à remplir ma tasse, il ne faut pas longtemps pour que le liquide refroidisse. Je ne peux pas dire qu'en ce moment, je me délecte d'un bon café, vu que je suis obligé de le boire très vite sans vraiment prendre mon temps. Comme à mon habitude, j'ai appris à observer mon environnement et bien souvent, durant ce voyage, je me suis extasié intérieurement devant la beauté des paysages. Mais là, il n'y a rien. Rien de plus qu'une grande étendue de champs. Certains étaient labourés, d'autres servent au pâturage, mais l'herbe qui a été broutée durant le printemps, l'été et l'automne n'a pas vraiment eu le temps de repousser. C'est la saison morte, et ce lieu, en est le parfait exemple. Je ne me suis pas rasé depuis des mois, et c'est une chance, car ma barbe me protège du vent aussi bien que mon écharpe. Mes cheveux aussi ont bien poussé, et ils me couvrent les oreilles, ce qui est une chance au vu du vent qu'il y a. Je dois préciser qu'il n'y a pas vraiment de bois pour allumer du feu, et vu le relief de la région, si j'en allume un, je serai visible sur des kilomètres, et je ne tiens pas vraiment à attirer l'attention sur moi. J'ai appris avec le temps que pour vivre libre et en paix, il faut savoir se faire plus discret, surtout quand on ne possède plus de logement et que l'on n'est pas rattaché à une région en particulier. La discrétion est un mode de survie. À une époque où tout le monde veut se faire voir pour avoir l'impression d'exister, moi je me cache. Il n'y a pas plus d'insécurité aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 2000 ou 10 000 ans. C'est juste que nous avons des supports d'information qui relatent les faits presque en temps réel, ce qui a créé indubitablement une peur presque constante vis-à-vis d'autrui. Oh, bien sûr, il y a toujours eu des gens calmes, qui ne rêvent que de vivre en paix, mais les dérangés du bocal ont quand même, eux, toujours existé. Cela n'a rien de nouveau. Pour ma part, je pense que le meilleur moyen de ne pas attirer les ennuis, c'est de se faire le plus discret possible. C'est une priorité. Pour éviter de se faire détrousser le peu de bien qu'il me reste, voire pire, de me faire blesser. Dans ces conditions, je préfère avoir froid plutôt que d'allumer un feu, et ainsi faire venir à moi de supposés problèmes. Je vais pas finir la journée de ça, parce que sinon, c'est vous lire le bouquin en entier. Mais là, sur ce passage-là, c'est marrant que t'aies choisi cette date du 15 février 2022, parce que c'est justement ce passage que je racontais juste avant avec les flics et le moment où je suis au milieu de nulle part et que je me plante. C'est très rigolo, hein, comme quoi la vie est bien faite, parce que tu me sors une date alors qu'on vient de parler de ce moment avec les gendarmes qui débarquent, le machin, le fait d'être au milieu d'un champ, au milieu où j'avais l'impression que c'était la steppe. Bah tu vois, c'était en février 2022. Donc c'est très amusant, vu que c'est ce que j'évoquais juste avant, que t'aies choisi ce passage-là. C'est très rigolo. Heureusement, personne n'est tombé sur le passage d'Étretat, mais
Mais pareil, tout à l'heure je parlais d'un truc et Nora, elle m'a sorti une date et c'était exactement ce que je venais de dire. Donc en fait, c'est très amusant de, de de voir que les choses sont liées. Tu vois, je parle d'un truc, tu me sors une date et c'est exactement la même chose. Enfin, c'est dans la continuité. Donc voilà, ben ouais, moi enfin, alors, c'était pas vraiment être tard. Pour être très honnête, c'était le phare d'Antifer. Ben, de toute façon, t'as lu le bouquin, donc tu sais tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là. Ne te raconte pas, ne gâche pas la surprise à ceux qui liront le livre. Mais tu sais exactement. Tu vois, tout à l'heure, je disais que Lagertha m'a sauvé la vie. Et vraiment, elle m'a sauvé la vie, cette chienne. Et moi, je lui dois la vie. Et euh, moi, je sais qu'elle n'a qu'une seule vie et que je vais lui faciliter jusqu'à ce que elle ne soit plus là, parce que c'est très éphémère. Mais voilà, toi, tu as lu le livre, donc tu sais exactement ce qui s'est passé et pourquoi je retournerai certainement pas. Peut-être, tu vois, enfin, peut-être si un jour je me dis, ah tiens, j'aimerais bien revoir cet endroit-là, peut-être que j'irai. Mais c'était le phare d'Antifer qui est, je crois, sans mentir, je crois, moins d'une demi-heure d'Étretat, quoi. Donc, si tu vas à Etretat cet été, regarde le phare d'Antifer, tu y vas et tu vas voir le bunker que je décris et tu vas voir la vue qu'il y a. Je trouve ça presque plus beau qu'Etretat. Mais voilà, j'en dirai pas plus parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure et j'en ai pas dit plus d'ailleurs que ce que je viens de dire. Mais effectivement, tout à l'heure, je disais Etretat, et c'est pas tout à fait Etretat, c'est le phare d'Antifer. C'est un endroit, c'est très joli. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller. La vue, elle est magnifique. T'as une vue sur l'océan. Et c'est ça qui est rigolo aussi, parce que tu te dis que tu iras jamais plus loin. Tu vois, quand, je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais quand vous arrivez sur les bords des falaises, que ce soit au nord, à l'ouest, il y a ce truc de te dire que ben t'as beau avoir marché ou fait des kilomètres en voiture, et ben t'iras jamais plus loin en France que ce rebord-là, parce que ben, c'est là que s'arrête la terre en fait. Et ça c'est une sensation ça. Tu vois, tu regardes et tu dis ben c'est marrant parce que je suis à la frontière entre mon pays et le reste du monde quoi. Et qu'en voiture je pourrais jamais aller plus loin. Donc voilà. Euh, ouais. Hop. Tac. On va faire monter. On va remettre le son. Je sais pas si le son y est. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je t'ai mis en grand, je t'ai laissé en grand et j'ai mis en case petit. Ouais, Au j'ai moins vu comme ça, ça, merci. tu gardais le monopole. Ouais. Donc, si y en a qui veulent poser des questions, monter, discuter, ben c'est le moment de faire vos demandes. Après, je pense que le live, je vais pas non plus le faire s'éterniser Alors, trop longtemps. viens, fille, viens, viens, fille, viens, viens, viens là, viens là, Mais s'il y viens, en on parlait de toi a là. Viens, bébé. d'entre vous qui veulent monter, ben c'est le moment de faire Voilà. vos demandes. Pour ceux, voilà, la Gerta, elle est là. Voilà, elle est là, la Gerta. Elle est là, la mousse. Voilà, elle est là, bébé. Tiens. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions. Et apparemment, personne ne veut monter. Donc, Non, non, non.
Donc, si personne ne monte et que personne n'a de questions au sujet du livre, ben, je pense qu'on va pouvoir arrêter Le live, mais moi je vais en relancer un parce qu'il me reste encore 50 minutes à faire. Ok, ça marche. Et ben, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que le live a été assez complet et qu'il a répondu à vos questions, que ça vous a plu. Et euh, je t'expliquerai ça en. Je vais t'envoyer un message, Livia, pour t'expliquer. Je vais concentrer le live sur le bouquin. Et quand je rentre, je t'expliquerai ça tout à l'heure. Mais à la rigueur, elle a qu'à s'abonner à moi, vu que je vais Oui, ouvrir un live. Vu que je vais ouais, ouvrir un voilà. live, après elle a qu'à me rejoindre sur mon live et quand tu rentreras à la maison, bah, tu lui expliqueras. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, exactement. Donc, Voilà. Livia, abonne-toi à Sam. Elle va lancer un live, tu vas dessus. Alors, Et tu vois sur mon petit nom, tu as un petit plus, tu cliques dessus sur le petit plus pour me rajouter en fait. Tu cliques sur moi, sur plus, sur le petit plus pour t'abonner. Voilà. Bon, du coup, je te laisse dire au revoir à tout le monde et moi je vais ouvrir de l'autre côté. ouais, ça marche. Donc, ben, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci si vous avez laissé des messages en privé pour commander le livre. J'espère que ce live vous a plu, que les extraits que j'ai lus vous ont plu aussi. Alors, avec la fatigue, je peux bafouiller un petit peu quand je lis. Je suis désolé si c'est le cas. En plus, avec ma dyslexie, c'est très très difficile parce que même si j'ai écrit le livre, même si je connais mon histoire par cœur parce que je l'ai vécu, ça m'arrive de bafouiller ou d'avoir du mal à lire. Même en interview, parce que j'ai fait 2 interviews, c'était pareil, j'avais grave du mal à lire. Donc je suis désolé si les extraits, les passages que je vous ai lus n'ont pas été euh, assez bien lus, ou si vous avez entendu que je bafouillais ou des trucs comme ça, je suis vraiment désolé. C'est en grande partie dû à mes yeux, à ma façon d'être parler, mais le bouquin est bien écrit. Donc je vous le conseille. Si vous en voulez un exemplaire dédicacé, bah, n'hésitez pas bah, toi non, Olivia, parce que du coup, t'as déjà le tien. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé et puis on règle ça en privé. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci beaucoup d'être passé et à très bientôt.